Si l'intégration des élèves en situation de handicap s'est répandue entre 1970 et 1990, c'est bien depuis les années 2000 que l'école inclusive se construit, ou tout du moins essaye de se construire. Malgré une volonté certaine de rendre l'école ouverte à tous les publics, les avancées ont l'air au point mort. J'en appelle à la question suivante. Les intervenants de l'inclusion scolaire du premier degré sont-ils encore en mesure d'assurer leur mission? C'est sur Capsule Éducation. Quelques chiffres en guise d'indispensable. Nous avons en tout 6 565 850 élèves dans nos écoles maternelles et nos écoles élémentaires, dont 260 000 en situation de handicap, scolarisés en milieu ordinaire ou en établissement spécialisé. 379 700 professeurs des écoles et 55 000 ATSEM complètent les effectifs du premier degré. Qu'est-ce que l'inclusion scolaire de l'école actuelle déjà? Notre système éducatif français a toujours souhaité un enseignement spécialisé pour ses élèves à besoins particuliers, ce depuis le début du XXe siècle. La volonté d'inclusion et pas seulement d'intégration aura finalement permis d'aboutir à des avancées majeures en éducation. La loi handicap de 2005 faisait par exemple en sorte de créer une école inclusive. C'est néanmoins dans la loi de refondation de 2013 que le terme école inclusive apparaît explicitement avec la réforme du système éducatif. Aujourd'hui, un acronyme s'y rajoute, c'est l'ASH pour adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap. Un programme de notre système éducatif qui complète les actions pour l'inclusion scolaire. Nous voilà donc à notre école actuelle, entre la scolarité en milieu ordinaire, celle à domicile et celle dans des établissements spécialisés. Les structures pour accueillir nos élèves en situation de handicap sont nombreuses, et pourtant pas assez semble-t-il. Notre inclusion scolaire actuelle, c'est d'abord les unités localisées pour l'inclusion scolaire qu'on appelle Ulysse École, Ulysse Collège ou Ulysse Lycée. Ce sont en fait les anciennes CLIS, les classes pour l'inclusion scolaire. Les effectifs ne doivent pas dépasser 12 élèves dans le primaire et 14 élèves dans les autres niveaux. Ah, ça c'est sur papier. Le collège, lui, il accueille les sections d'enseignement général et professionnel adapté, les SECPA, avec un effectif de moins de 16 élèves, sur papier là aussi. Ces classes sont toutes en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans un établissement scolaire qui accueille les élèves à besoins particuliers dans des classes spécifiques. Il existe aussi des établissements qui accueillent majoritairement les élèves à besoins particuliers. C'est notamment le cas des établissements régionaux d'enseignement adapté, les EREA, et des lycées d'enseignement adapté. Les 80 EREA de France préparent au CAP et au bac professionnel via un accompagnement individuel défini selon les besoins de chaque élève. Leur organisation pédagogique s'assure sur des effectifs de 16 élèves en enseignement général et pas plus de 8 pour l'enseignement professionnel en atelier. Et enfin, 53% de ces élèves sont en internat éducatif. Hors du milieu ordinaire, mais toujours en inclusion scolaire, les instituts médico-éducatifs, les IME donc, accueillent les enfants et les adolescents atteints de troubles intellectuels liés à des troubles neuropsychiatriques. 5 pôles sont prévus pour donner aux jeunes une éducation et des enseignements adaptés à leurs besoins. Un pôle éducatif, un pôle pédagogique, un pôle social, un pôle thérapeutique et un pôle paramédical. L'autre structure concerne les jeunes ayant des difficultés psychologiques liées à des troubles du comportement qui empêchent les apprentissages et la socialisation. Ce sont les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Les ITEP permettent au choix de scolariser l'élève soit à temps plein, soit en temps partiel, l'autre temps partiel se faisant en inclusion dans des classes de collège ou de lycée avec la présence d'un membre de l'ITEP. Au niveau des établissements médico-sociaux, cette fois, on retrouve le centre médico-psychopédagogique pour CMPP et le service d'éducation spéciale et de soins à domicile, le CESAD. Enfin, on retrouve les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, ce sont les RASED, et ils concernent spécifiquement le premier degré. Pour les élèves hospitalisés ou en incapacité de suivre la scolarité en classe, le service d'assistance pédagogique à domicile, le SAPAD, leur permet d'assurer un suivi de leurs cours malgré tout. Attribution et notification d'aide logistique ou humaine pour les élèves, tout ça se fait avec la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, et sa Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH. L'inclusion scolaire ne peut pas s'arrêter aux structures et aux enseignements adaptés. Pour compléter cette inclusion au mieux, il faut des enseignants et des personnels spécialisés à même d'accompagner les élèves à besoins particuliers. C'est ainsi qu'en 2004, l'enseignement spécialisé se dote de 2 possibilités après une réforme du premier statut.
D'un côté, le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, avec 7 options de spécialisation en fonction des handicaps. Et de l'autre côté, le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Depuis 2017, par contre, ces deux certifications ont laissé place au KPI. KPI, souviens-toi, on en avait parlé dans l'épisode 8, c'est le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation professionnelle spécialisée. Accessible à tout enseignant titulaire, contractuel en CDI ou maître auxiliaire dans le privé. Qui sont les RASED? Que font-ils? Déjà, l'enseignement spécialisé du premier degré travaille de concert avec les professeurs des écoles et les psychologues scolaires qu'on connaît sous le nom des PsyEN, option EDA. Les professeurs des écoles l'appellent donc les RASED pour un accompagnement sur un élève en difficulté, pour une prise en charge spécifique. C'est là que je reviens un petit peu sur les certifications remplacées par le KPI. 2 enseignants spécialisés étaient particulièrement représentés dans le premier degré. Il s'agissait des maîtres E pour la pédagogie et l'adaptation, et les maîtres G en relationnel et comportemental, ou rééducation. Chacun avait une spécialité qui lui permettait d'assurer la meilleure prise en charge possible pour ses élèves. Or, le nouveau KPI ne propose plus d'options claires, d'où un manque de spécialisation et, quelque part, des difficultés à assurer sa mission au mieux. C'est ainsi que les RASED, pourtant indispensables à l'inclusion scolaire des élèves en milieu ordinaire, deviennent davantage des conseillers pour les professeurs des écoles plutôt que des accompagnants pour leurs élèves. Leur rôle se limite de plus en plus à accompagner l'enseignant plutôt qu'intervenir auprès de l'élève. De leur côté, les PsyEN EDA, comme ODE d'ailleurs, font face à des suppressions de postes, et aucun poste n'est créé dans le même temps. Logique. Pourtant, un RASED a absolument besoin d'enseignants spécialisés et de psychologues pour tenir ses missions. Rappelons enfin que l'inclusion scolaire actuelle, c'est aussi beaucoup de profils d'élèves à besoins particuliers, des moyens difficilement mis en œuvre comme on aura l'occasion de le voir tout au long de l'épisode, et aussi de la paperasse qui retarde la prise en charge, ce qui n'aide pas vraiment nos élèves non plus. Aussi, 4 types d'aménagements prévus par le programme ASH dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Voilà ce qu'on peut retrouver chez nous. Le PAI pour projet d'accueil individualisé, le PPRE pour programme personnalisé de réussite éducative, le PAP ou PAP pour plan d'accompagnement personnalisé, le PPS pour projet personnalisé de scolarisation, plus bien sûr les dyslexies nombreuses et les difficultés non prises en charge par les autorités qui décident d'accorder des aides ou non. Ça fait beaucoup de diversité dans les profils. Sauf que tous ces aménagements nécessaires pour les élèves, ce sont aussi des aménagements à prévoir pour les enseignants, en sachant que chaque classe a plusieurs profils, donc plusieurs aménagements à prévoir. Des acronymes et des parcours à connaître, des adaptations à faire pour les cours ou pour les devoirs, les évaluations. Un lourd travail que ce soit dans le premier ou le second degré, un peu moins pris en compte dans l'enseignement supérieur. Ce sont aussi des moyens en baisse, des rôles en plus à assumer pour assurer au mieux la scolarité d'élèves à besoins particuliers dans ces conditions. Notre inclusion scolaire actuelle, c'est aussi le désespoir et les appels à l'aide de familles d'élèves en situation de handicap, ou des élèves eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge, ou celle-ci n'est pas en adéquation avec leurs besoins. Faisons un tour sur les chiffres de la décadence de l'inclusion scolaire. Là, c'est spécifique au premier degré. Les basiques d'abord. On se rappelle bien qu'il y a, je dirais à peu près 6 500 000 écoliers partagés entre les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Ce sont parmi eux 260 000 élèves en situation de handicap, dont 200 400 scolarisés en milieu ordinaire, les autres étant dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux. C'est en tout cas ce que la DEP nous explique dans son étude L'éducation nationale en chiffres édition 2021. Elle poursuit en notant qu'il y a plus d'élèves dans le premier degré que dans le second. Selon Repères et références statistiques 2020, à un autre rapport de la DEP, les effectifs du lycée-école montent à un peu plus de 53 000 élèves. Une courbe qui ne fait que grimper depuis 2004, avec, pour majorité, des troubles intellectuels ou cognitifs. On note au passage qu'il y a 5 097 classes Ulysse, tous niveaux confondus en France et dans les départements d'outre-mer. Sur nos 200 441 élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, ce sont bien dans les 66 000 qui ne bénéficient d'absolument aucun accompagnement ou aide. Ce sont aussi 2% des élèves avec aide qui ont un enseignant spécialisé, 5,4% avec accès au matériel adapté et 12% à qui l'on a octroyé un transport spécifique.
Les accompagnements sont en majorité à temps partiel, alors que ce sont dans le même temps 89% d'élèves en milieu ordinaire qui sont scolarisés à temps plein. C'est aussi une perte de 540 heures en tout sur les 3474 heures d'avant-réforme pour les SECPA, comme on se l'était déjà dit avec des espoirs dans la partie baisse d'horaire disciplinaire de l'épisode 11. C'est aussi près de 95 500 élèves en Ulysse-École entre 1980 et 1981, contre 40 000 élèves entre 2005 et 2006. Depuis 2006, les effectifs repartent à la hausse. Mais que s'est-il passé pour que ce chiffre tombe aussi bas? Moins d'élèves à besoins particuliers ou déjà une volonté de faire des économies dans le ministère? Certes, les effectifs d'Ulysse remontent à 52 500 cette année, une augmentation à nouveau donc, mais on peut s'interroger sur le pourquoi et du comment. Et noter que la plus grosse baisse vient entre 1980 et 1990, où l'on passe bizarrement de 95 000 à 65 000 élèves en Ulysse-École. Allez, on revient sur les RASED un petit peu. Ces réseaux d'aide ont été créés par une circulaire de 1990 et remplacent les anciens groupes d'aide psychopédagogique, eux-mêmes créés en 1970. Pour rappel, les équipes du RASED sont composées de 3 personnes. Les anciens maîtres E spécialisés en pédagogique, les anciens maîtres G spécialisés dans l'aide relationnelle et les psychologues pour le suivi et l'accompagnement. Est-ce qu'il y a encore des équipes complètes aujourd'hui? Oui, sans doute, mais probablement pas majoritaires comparées aux équipes incomplètes. Parce que les RASED sont à peu près aspirés par les suppressions de postes, comme je vais te le montrer. 80 postes en 2020, ça paraît peu. Voyons donc la décadence de plus près. C'est entre 2007 et 2012 que les RASED ont en fait commencé à disparaître progressivement. 5000 postes disparus en tout, soit un tiers des effectifs. La baisse s'est stabilisée sur quelques années après cette purge, puis les suppressions ont repris en 2017, à plus petite échelle et avec des chiffres moins visibles. Alors, entre toutes ces suppressions massives et la difficulté de trouver des candidats au concours Psy-EN, les équipes sont de moins en moins complètes. Ce qui est une catastrophe pour le premier degré, pour les professeurs des écoles, et surtout pour les élèves qui ont cruellement besoin de ces accompagnements personnalisés. Il se murmure peu à peu que les équipes départementales d'aide à l'inclusion sont censées remplacer progressivement les RASED, mais ceci ne reste qu'un murmure, et les infos se font rares dessus. Ceci dit, on peut déjà constater la disparition d'une partie des effectifs. Alors, les RASED parviendront-ils à échapper à une réforme ou une extinction complète? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'école inclusive se porte mal, non pas par manque de volonté d'amener les élèves en situation de handicap à vivre leur scolarité pleinement, mais par manque de volonté d'y mettre le budget, en créant des postes notamment, ou juste en n'en supprimant pas. Enfin, la France métropolitaine est en souffrance, mais n'oublions pas non plus les départements et régions d'outre-mer, qui sont pour le coup bien moins chouchoutés que la métropole au niveau des moyens et des infrastructures, au grand désespoir de chacun. Impossible de parler inclusion scolaire sans parler des personnels non enseignants que sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Leur rôle est pourtant vital et leur mission difficile à gérer dans notre école inclusive actuelle. Et si l'on est tenté de douter de leur importance, car après tout, il y a peu d'attention qui leur est portée et ils sont absents de toute communication officielle, de tout remerciement, de toute prime, bref. Rappelons-nous qu'ils sont la 3e catégorie de personnel EN la mieux représentée avec les professeurs des écoles et les professeurs certifiés. Et les dernières estimations font remonter un effectif d'à peu près 125 500 AESH. C'est pas rien, quand même. On s'était déjà un peu parlé d'eux sur l'épisode dédié à la vie scolaire, c'était l'épisode 3. Une fonction plus qu'un métier malgré toutes les responsabilités que la AESH doit porter, avec des conditions de travail peu plaisantes et une revalorisation qui commence seulement à faire son chemin. Voir pour ça les annonces du 24 août dernier, où, après tant d'années à empiler les contrats d'1 an renouvelables 6 fois, les collègues AESH se voient offrir la possibilité d'obtenir un CDI après 6 ans de CDD. Une mesure qui existait déjà avant au passage, mais peu connue. Deuxième revalorisation, c'était l'accès à une rémunération sur 11 échelons. À noter que le métier qui n'est pas considéré comme un métier est accessible dès le baccalauréat ou un équivalent du bac. Oui, pas d'autre qualification demandée si ce n'est le bac, pour assurer des missions sans doute aussi importantes que celle de l'enseignant spécialisé qui a obtenu le KPI ou l'un des 2 anciens certificats. Pas de concours d'entrée, mais une formation d'adaptation à l'emploi de 60 heures dispensée dès l'entrée en fonction. Je ne te surprends pas en te disant que de nombreux collègues ont témoigné de ne pas avoir reçu cette formation obligatoire supposée être chapeautée par chaque DAZEN. Les heures, je t'en parle aussi.
En effet, le contrat de l'AESH est bloqué à 24 heures maximum d'accompagnement aux élèves. Donc, le salaire est forcément plus bas que le SMIC, dans les environs de 700 euros. Pour être présent avec les élèves à besoins particuliers en classe, veiller à leur sécurité et à celle de leurs camarades, veiller à leur prise progressive d'autonomie et gérer les crises et les moments difficiles. Il se trouve que les AESH doivent aussi suivre plusieurs élèves, dans parfois plusieurs établissements. Cela dépendra en fait de l'aide accordée aux élèves et si cette aide est à temps partiel ou à temps complet. Allez, on va un petit peu plus loin. La généralisation du pôle inclusif d'accompagnement localisé entre 2019 et 2020 a chamboulé AESH comme établissement scolaire, élèves comme parents, premier degré comme second degré. L'organisation visait à permettre aux collègues d'être mobiles sur toute une zone géographique, en attente des notifications de suivi des élèves. C'est désormais le coordinateur de la zone en question qui répartit les heures de travail des AESH une fois les demandes notifiées. Tu me diras, jusque-là, c'est peut-être plus une bonne idée qu'une mauvaise. Eh ben non, plus d'administration, moins de réactivité, à tel point que cette nouvelle organisation perd tout le monde. L'AESH n'est pas affecté directement à un élève, mais à un coordinateur, et c'est cette personne qui va retransmettre. Donc une perte de temps infinie avec une hiérarchie encore plus vague. Le pire arrive sans surprise, des parents désespérés, des élèves en situation de handicap sans accompagnement parce qu'à la rentrée, les autorités compétentes leur signalent qu'il n'y a pas d'AESH disponible sur la zone, qu'il n'y a pas d'AESH tout court, et ce, malgré les aides accordées. La suite, tu t'en doutes, des AESH en attente, prêts à se mobiliser parce qu'ils savent que les besoins sont forts, mais le PIAL ne les appelle pas, ne les affecte pas, et des élèves se retrouvent sans accompagnant, soi-disant parce qu'il n'y a personne. Ça te rappellerait pas un peu la situation des enseignants contractuels et du rectorat des fois ? Bref, si on s'en demandait encore si la présence des AESH était nécessaire à nos élèves, cet épisode et ses chiffres auront peut-être levé le doute. J'y rajoute qu'avec des effectifs surchargés de l'ordre de 30 élèves, on va dire, 30 élèves par classe dans le premier degré, si ce n'est plus, leur présence est d'autant plus importante et compromise, hélas. Parce que de la même manière qu'on demande aux professeurs des écoles de devenir éducateurs premiers en plus d'enseignants, de la même manière qu'on demande aux enseignants spécialisés et aux RASET de devenir conseillers, on finit par demander aux AESH de devenir assistants des enseignants et éducateurs premier bis ou triple. À partir de là, difficile de trouver le temps de s'occuper de leur élève, de l'accompagner au mieux. Et les ATSEM alors, ça compte pour du beurre? En quoi ces personnes employées par les communes contribuent-elles à l'inclusion scolaire? ATSEM désigne les agents territoriaux des écoles maternelles, avec une majorité de femmes pour ce métier. 55 000 ATSEM en poste sur l'année 2019-2020. Et toi, tu te demandes peut-être quelles sont leurs missions. J'y viens. Auparavant partagée entre une assistance éducative et une assistance technique pour les professeurs des écoles maternelles, la réforme des rythmes scolaires de 2013 aura fait évoluer leurs tâches. Aujourd'hui, on leur demande plus de missions éducatives et d'animation périscolaire en lien avec les animateurs, une présence plus affirmée dans les classes maternelles, plus d'heures pour une attention constante. Ce métier ne fait pas partie de l'éducation nationale au sens strict, puisque les ATSEM sont des agents des collectivités territoriales. Mais on n'entre pas dans le métier sans concours. Il faut passer par un concours externe accessible avec l'ex-CAP Petite Enfance, devenu le CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance, ou bien avec le concours interne et ses conditions spécifiques, ou même par le troisième concours, lui aussi conditionné. Et alors, en quoi les ATSEM contribuent à l'inclusion scolaire ? Parce qu'elles sont amenées à identifier les enfants à besoins particuliers via leurs actions quotidiennes, et qu'étant intégrées à la communauté éducative, étant en contact permanent avec les professeurs des écoles et les élèves, leur regard est indispensable pour connaître et identifier les éventuels problèmes, les handicaps. Parce que leur présence auprès des enfants de maternelle est un réconfort pour ces derniers, une attention en plus qui leur est portée. Et oui, parce qu'avec des effectifs qui grimpent et des enseignants qui ne peuvent plus s'acquitter de leur mission avec autant d'oppression et de moyens en baisse, les ATSEM sont sollicités pour assister les collègues enseignants dans les classes. Éducation, besoins individuels, cours en lui-même, les ATSEM n'ont pas d'autre choix que de venir en aide pour que la classe se passe au mieux, pour que les enfants se sentent le mieux possible, et pour soulager les enseignants surchargés. Ce qui amène forcément à prendre en charge des enfants à besoins particuliers, à gérer les mêmes crises que les AESH, à se faire violenter par de très jeunes enfants qui ne sont pas forcément mal élevés, mais qui ont un handicap, pas d'accompagnement ou encore pas d'accompagnement, et dont les conditions de vie de classe rendent le comportement encore plus délicat à gérer, forcément, sans parler de devoir assurer la sécurité des autres élèves à proximité.
Alors en fin de compte, on s'aperçoit assez vite que l'inclusion scolaire est vraiment mise à mal, dans le premier degré principalement, puisque les effectifs d'écoliers sont plus élevés que ceux du secondaire. Et avec tous ces chiffres, tous ces intervenants qui disparaissent ou qui sont amenés à évoluer parfois contre leur gré, qu'est-ce que l'inclusion scolaire devrait être dans une école réellement ouverte à tous? À question facile, réponse facile. Plus de moyens, plus de budget, une prise en compte des réalités qu'on trouve dans le premier degré, dans nos structures d'inclusion scolaire, dans tout le système éducatif en somme. Des postes pas supprimés de façon intempestive, des créations de postes seraient même plutôt appréciées. Simple donc, mais on va développer quand même. Ce que l'inclusion scolaire devrait être, c'est des équipes de A à Z au complet à nouveau, avec le maintien des maîtres E et des maîtres G, aussi indispensables que les psy EN EDA. Des équipes dont le travail n'est pas juste de conseiller l'enseignant, mais d'accompagner et d'intervenir auprès de l'élève, de l'enfant. Ce que notre inclusion scolaire devrait être, c'est rendre accessibles des formations et de la documentation aux professeurs des écoles et aux enseignants plus largement. Des informations et des possibilités de connaître les fondamentaux pour les élèves à besoins particuliers, histoire qu'il n'ait pas à s'inventer l'étiquette d'enseignant spécialisé, psychologue ou même éducateur. Ce que notre inclusion scolaire devrait être, ce sont de nouvelles ouvertures de classes Ulysse, SECPA et REA pour éviter que les effectifs ne dépassent les 10 élèves, voire les 8 élèves, pourquoi pas, pour une réelle prise en charge individuelle. Ce que notre inclusion scolaire devrait être, c'est une administration qui n'attend pas 3 pleines lunes avant d'accorder des moyens et un accompagnement aux élèves qui y doivent en bénéficier. Des AESH en poste auprès de leurs élèves, dans des conditions de travail décentes, sans être baladés d'établissement en établissement une heure par-ci, une heure par-là. Enfin, ce que notre inclusion scolaire devrait être, c'est une école qui ne mise pas sur les suppressions de postes, le budget qui dégringole et les dispositifs innovants quand la seule chose dont on a vraiment besoin, c'est d'investissements pour garantir à chacun le droit à l'éducation. Ça passe forcément par des moyens et un budget. Et si tu es tenté de me dire qu'il n'y a pas d'argent, je t'invite à aller frapper à la porte de notre ministre et de lui demander pourquoi il a rendu 75 millions d'euros sur le budget EN de cette année, dont justement 40 000 consacrés à la vie de l'élève, aux AESH. Bref, l'argent est là, c'est juste qu'on veut faire des économies plutôt que d'utiliser les ressources à bon escient. Et si d'autres pays pas si lointains et au même niveau que la France sur le plan général sont en capacité d'agir pour tous les élèves et tous les personnels, pourquoi nous on ne pourrait pas? Je me suis un poil énervée contre notre ministère. J'ai un poil halluciné pendant mes recherches. Mais je l'avoue aussi, je sais que j'en demande beaucoup. Qu'on a du budget, qu'il suffirait de bien l'utiliser, mais qu'on ne pourra pas tout faire non plus. Donner le meilleur à nos élèves et à nos collègues est important, fondamental même si l'on veut tenir. Mais ça demande tellement de moyens après cette destruction amorcée, des moyens que l'on ne peut pas avoir en une fois, des moyens qu'il faut équilibrer. Et puis je pense à ces écoliers qui sont plus nombreux que les élèves du secondaire. Qu'est-ce que ces élèves-là vont devenir? Ceux qui sont accompagnés et ceux qui ne le sont pas faute de moyens ou de volonté de les amener dans leur progression. Vont-ils s'en sortir? Certains oui, avec l'aide de leurs proches et de la communauté éducative. Et d'autres ne pourront pas, seront bloqués avec de grosses difficultés pour poursuivre, pour trouver une voie qui leur plaît. Une voie qui ne les acceptera même pas au final, non pas seulement pour leur différence, ce qui est en soi intolérable, mais aussi parce qu'ils n'auront pas le niveau par manque d'acquisition des connaissances nécessaires, des bases. C'est si simple de voir son avenir partir en fumée et ça me met en rage, parce qu'on a une partie de la solution et en même temps, elle nous est inaccessible. Au-delà de ça, je constate déjà les conséquences de telles politiques d'économie dans le premier degré. Tout ça avec l'affluence de jeunes collégiens qui ont des difficultés à s'en sortir, à apprendre, qui n'ont pas les bases du savoir-écrire, du savoir-parler, du savoir-compter. Et ce n'est pas la faute de nos collègues du premier degré, évidemment. Comment pourraient-ils seulement réussir à aider tout le monde alors qu'on les noie dans des classes surchargées, dans des missions qui sortent de leurs attributions, qu'on supprime des postes ou même des écoles entières au nom de la sainte économie de budget? Un premier degré mis à mal par des politiques qui manquent de vision sur le terrain et une inclusion scolaire de bonne foi qui échoue malheureusement à accueillir tous les élèves et à leur permettre de progresser. L'école inclusive, la fameuse école à tous, celle de l'égalité des chances, semble aussi être l'école inégalitaire, celle qui ne garantit pas une réussite à chacun, celle qui laisse les plus démunis sans aide. Et dans ce constat amer, il faut aussi se poser une question difficile. Y a-t-il des limites à l'inclusion scolaire ?
Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Accroche ta ceinture parce qu'on repart dans le second degré pour déblatérer animation éducative, pour blablater vie scolaire et pour parler celui qui s'en prend plein les joues à longueur de journée. Parlons CPE. Porte-toi bien et ne baisse pas les bras, surtout.